vieille obsédée, des culs serrés, tout, on vous dit tout sur Mahomet. Dès que Momo aperçoit sa cousine, ogué, ni une ni deux, il faut qu'il lapine, ogué, même marié à son fils, il déchire son calcif et sort son chibre atomique, la retourne et il la nique. Quand le roi d'Égypte lui offre une esclave, le camis soudain couvert de bave, il la fout sur le pied de sa femme Afsa, ok, ce qui lui fait ne se raconte pas, ok, et pourtant il lapidait ceux qui voulaient l'imiter, car lui seul pouvait niquer, voire même se pignoler, en pensant à son ami Zahir, qui en se frottant le faisait jouir. Tout, vous serez tout sur le Momo, le pédophile, le nécrophile, le sale violeur et le pointeur, le gros barbu qui aime les petits culs, vieil obsédé des culs serrés. Tout, on vous dit tout sur Mahomet. Et voilà, c'est magnifique, les amis. J'espère que Bravo. que la musique était bien, pas trop Non, forte. t'as assuré. Trop... Bravo, on applaudit. Voilà. Bravo, Bébert. Quand même, hein. C'est du direct. Hein. Ouais, non, franchement, t'as c'est super bien pas un fait. enregistrement, c'est pas un MP3, les amis. Hein. Ah, Laetitia a été éjectée, elle revient. Ah, coucou Laetitia, j'espère que tu as pu apprécier quand même. Ah, j'ai adoré. Merci. Bravo, Bébert, bravo. Il y a quelqu'un dans le chat qui te dit ça devrait être le générique de ta chaîne. Je suis assez d'accord. Le problème, c'est que ma chaîne ne serait pas monétisée du tout. Eh oui, c'est ça. Tu ne reçois pas de substantiel. Et pourtant, c'est quand même. Pourtant, c'est dans l'esprit de la gauloiserie française, de la tradition de blasphème à la française, et que ça devrait être accepté dans les années 80, à l'époque de Collaro, de Merci Bernard et tout ça. C'est une chanson, tout comme le curé de Camaret. Si je vous chantais le curé de Camaret, les couilles qui pendent, quand il s'assoit dessus, il rentre dans le cul, il bande. Une chanson comme ça, je ne serais pas censuré, vous voyez. Celle-ci, je la fais en fin de live, ça passe inaperçu, tranquille. Mais en générique, c'est mort. C'est mort pour moi. Ah bah oui. C'est comme ça, il y a des religions qu'on peut blasphémer, d'autres pas. Que voulez-vous? En tout cas, merci dans le chat pour tous les commentaires, les rires et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Je réécouterai parce que moi, quand je chante, je ne sais pas ce que ça donne à l'arrivée, si c'est de la casserole ou pas, mais en tout cas, voilà. Pas du tout de la casserole, top. C'était top. Ah, hein. Pas du tout de casserole. Non, génial. Bah écoutez, si vous voulez, je vous chante la bite à Tudule. Je rigole. Ah, sacré Bébert, je te retrouve. Écoute bien, Bébert, et là, c'est le marketeur qui te parle. C'est le marketeur. Hein. À l'instant, c'est un marketeur. C'est pas toujours très très juste, évidemment, mais c'est ça qui est fort. C'est que comme c'est pas juste, l'imperfection. Oui, ça pue l'amateurisme. C'est ça. Mais faut pas que ça soit juste. Faut pas que ça soit juste. Oui, justement, c'est ça qui fait le sel du truc. Sinon, ça ressemblerait à un Big Mac semblable à un autre Big Mac. Il y a le petit truc imparfait qui fait que c'est ça qui donne tout le sel. Frérot. T'as capté. Mais là, c'est le marketeur qui parle. Par contre, attends, comment ça se fait que j'arrive plus à avoir le lien, le propre StreamYard où on y est, il y a un truc qui s'affiche en haut de la page, j'ai peur de foutre à l'air le truc. Mais quelqu'un peut balancer le... Ah non, le StreamYard. Dans le chat privé, vous pouvez balancer le lien du StreamYard dans le chat privé, et je le balance sur l'ensemble des chaînes parce que il y a Georges qui fait plein de commentaires et Georges il monte pas pour la Apostaside et ce serait bien que Georges y soit là quand même. On est entre copains là. Alors attends, ah voilà, merci la Posta Kafir. Alors attends, quand je vais copier l'adresse du lien,
Hop, commentaire. Georges. Ah merde. Hop. Voilà. Bon, là, alors, le lien du StreamYard s'affiche sur nos différentes chaînes, sur toutes les chaînes. Donc, n'hésitez pas à monter. Il y a Georges, bien sûr, mais s'il y a des apostats qui nous ont écoutés et qui souhaitent nous livrer un témoignage ou faire des commentaires, ou des musulmans aussi, hein, n'hésitez pas à monter, les amis. Hein. S'il y a des marketeurs qui veulent nous dire comment faire, n'hésitez pas. Ils sont les bienvenus, hein, on sera tout oui. Hein. Je ne promets pas qu'il n'y aura pas quelques... Bref. Ah, tu arrives. Ah oui, le micro Yeti. Il a un micro Yeti. Bon, Georges, tu as le lien, hein, c'est bon. Maintenant, si d'autres personnes souhaitent monter, des apostats, des témoignages quelconques, voire des musulmans qui souhaitent poser des questions aussi, hein, et interagir, il n'y a pas de souci, les amis. Le lien est partagé. On est bientôt 1800 auditeurs. Donc, n'hésitez pas. Hein. À 1800, toutes chaînes confondues. Hein. Sur la mienne, il y a quoi? Je regarde vite fait, vous allez rire. Vous allez rire. Donc, sur ma chaîne, chez Bébert, il y a 79 personnes qui regardent. il y a 1782 auditeurs, 79 sur ma chaîne. Vous voyez, comme quoi c'est un live collaboratif. C'est un live, comment on dit, collaboratif, en tout cas collectif. Voilà, un live collectif, les amis. Bon, on attend que les gens montent. Je n'ai pas réinterprété le zizi ou autre chose. Hein. Sinon, je vous balance votre fille à 9 ans. Et puis alors là, par contre, c'est chaud pour... je ne veux pas balancer trop de trucs. Mais votre fille à 9 ans, c'est pas mal non plus. Franchement, ça là, elle est bien. Votre fille à 9 ans. En attendant que les gens montent, votre fille à 9 ans. Par contre, il faut que je la trouve. Tu peux pas passer le paradis un peu? Ah, le paradis, mais bien sûr. On va pas tous au paradis, mais bien surtout sûr, pas en plus, toi. ce sera... Bah oui, en plus, c'est facile à trouver. Écoute, je la balance tout de suite. On a une personne qui demande à monter. Jamila, il y a un lien dans les commentaires. Demande à monter. Il y a un lien dans les commentaires qui commence par streamyard.com. Tu cliques dessus, tu n'as pas besoin de t'inscrire. Et vraiment, tu montes et tu... C'est cadeau. Tu mets un pseudo, tu n'es pas obligé de mettre ta caméra et tu pourras participer. Moi, j'avais une petite anecdote sur ma conversion, c'est vite fait. Vas-y. Ben, je me disais que si on disait directement aux convertis ce que fait par exemple Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda était basé sur les textes islamiques, je pense que ça laisserait le choix aux convertis de se convertir ou non à l'islam. Mais du coup, il ne serait pas pris au dépourvu une fois qu'il est musulman, qu'il se renseigne sur sa religion et qu'il tombe sur ce genre de texte, alors qu'on lui a menti avant sa conversion, au début de sa conversion. C'est un peu comme moi, en fait. Au début, je me suis dit, oui, mais non, c'est un cliché. On dit que c'est une religion de terroristes, que ceux qui font des attentats, c'est l'islam, etc. Je me suis dit, ben, justement, c'est faux. Je me suis intéressé à l'islam. J'ai pris les éléments que tout le monde se répétait à tort et à travers, etc. Je me suis dit, c'est une religion de paix, d'amour, etc. Et vraiment par ouverture d'esprit et aussi parce que voilà, j'adhérais à la croyance en Dieu, etc., je me suis converti. Et quand vraiment j'ai fait mes recherches sur les textes, je me suis aperçu qu'en fait, non, c'est vraiment ce... Je me suis vraiment trompé et en fait, non, dès le départ, c'est bel et bien ces gens qui commettent en fait ce genre d'actes se basent bien évidemment sur les textes et du coup, quand je me suis retrouvé sur le fait établi par rapport à ces textes, et que j'avais la croyance déjà en moi, que je croyais en Allah, que je croyais que le prophète Mohammed, c'était un vrai messager, etc. Enfin voilà, en tout cas, j'y croyais. Soit j'apostasiais de par les éléments que j'avais à disposition, ou soit ben, je continuais, j'accepte, je suis un bon croyant.
et je n'ai pas apostasié, j'ai au début accepté. Et après, bien évidemment, c'était la cerise sur le gâteau. Il y avait des trucs vraiment trop, c'était trop. Que même moi, quand bon, j'adhérais aux thèses les plus radicales présentes au sein même de l'islam, il y a des trucs, je n'étais pas au courant. Donc, au bout d'un moment, je pouvais vraiment pas tout accepter. Mais ce que je veux dire, c'est que si dès le début de ma conversion, on m'aurait dit, mais tu sais ce que font ces gens, ça s'appuie vraiment sur l'islam. Mais en vrai de vrai, jamais je serais allé en prison, jamais je me serais radicalisé, parce que je pense que je l'aurais pas accepté dès le départ. Et c'est pour ça que c'est très insidieux au début de mentir aux croyants, ou en tout cas de présenter l'islam vraiment comme une religion de paix et d'amour, de bisounours, parce que du coup, le croyant se retrouve face à deux possibilités. Soit il accepte, il se radicalise, parce que l'islam est radical, donc il se radicalise, ou soit il apostasie. Mais si on lui présente dès le début les faits, ou en tout cas qu'on ne le manipule pas, on éviterait des peines d'emprisonnement, des attentats, de l'apologie du terrorisme. Et voilà, c'était en tout cas une petite anecdote. Oui, Voilà. c'est plus qu'une anecdote. Ça, c'est un des moments les plus importants du live qu'on vient de faire ce soir, ce que tu viens de dire, franchement, copain. Ouais, Parce que parce vraiment, que c'est un j'en moment parlais très, vite fait à très Rassoul. essentiel de tout J'en ce qu'on a parlais dit. vite fait à Rassoul et je me dis, ouais, si. Parce que c'est un truc de fou. Moi, je suis allé en prison, Ah mais oui, j'avais un casier vierge. J'ai jamais volé, j'ai jamais essayé de faire du mal à quelqu'un. La seule chose dans laquelle je suis coupable, c'est vouloir être un bon musulman. Et c'est uniquement ça. Et parce que je diffusais des textes, par exemple, on dit, oui, tu faisais l'apologie du terrorisme. Je faisais l'apologie de l'islam. Parce que ces textes, c'était des hadiths, des versets. Je diffusais, tu sais, le Dar el-Islam où tu avais toutes les références islamiques. Et c'est ça mon crime, en fait. Mais si dès le début, on m'avait dit, oui, mais écoute, l'islam, c'est ça, 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 je me serais pas, tu vois, laissé influencer par la croyance par voilà, le besoin de croire au divin, etc. Parce que ça peut sembler bizarre, mais une fois que tu es croyant, tu peux, si tu veux, te dire, OK, il y a les aspects moraux, mais ça ne prouve pas pour autant que l'islam est faux. Et surtout, le bien et le mal, le prisme du bien et du mal dépend d'Allah et de son messager. Donc, ce que tu peux estimer comme mal, ça peut être un bien et inversement. Donc, ouais, c'est dangereux. C'est l'islam est dangereux et il faut dire les termes et c'est important. ouais. Comme quoi, vous avez vu les gens qui nous écoutaient, autant tous ceux qui condamnent Vivi en mangeur de saucisson, est-ce que vous voulez, comme quoi, là, tu as des paroles qui sont essentielles, qui sont essentielles. Oh punaise, et la liaison, pardon, excuse-moi, moi je suis désolé, qui sont essentielles. Oh là là, qui sont essentielles vraiment à la compréhension du processus de radicalisation. Et qu'effectivement, avant toute conversion en France, il faudrait mettre des conditions, c'est-à-dire la connaissance parfaite de tous les textes utilisés par Daesh, Boko Haram, tout ce que vous voulez. Mais bien entendu. Ça s'appelle le consentement éclairé. Consentement éclairé et pas juste vas-y t'es mon frère, t'as vu ils sont bons, c'est bon les baklawa, vas-y tu récites après moi ashadou la ilaha illallah. Non, c'est pas comme ça que ça passe. Ouais, bien sûr, le problème il est là On aussi. te ramène avec les macroutes. Ouais. Alors, attends, il y a deux Vivi Aposta là. Alors il y en a un que je retire de la scène. T'es toujours là Vivi Aposta? Ça marche? Vivi? Ah merde. Bon, il y a un problème de connexion. En tout cas, on va saluer notre copain Georges. Comment ça va, copain? Comment ça va? Bah, ça va bien. T'as toujours pas apostasié du christianisme? Ah toujours la question qui revient. Mais je soutiens toujours toute votre action, tout votre témoignage, tout ce que vous portez. Et c'est une belle soirée ce soir encore. Et là, j'ai vu, il y a beaucoup de chaînes qui relayent, Facebook. Je vais pas trop sur TikTok, mais il y a plein de chaînes YouTube. Enfin, ça va. Ah, j'espère parce qu'on n'avait personne sur TikTok, mais j'espère bien qu'il y a des gens qui sur TikTok screen
Attends, Viva Posta, j'arrive pas à te faire monter. Qu'est-ce qui se passe? Bref, j'espère que sur TikTok, il y a des gens qui streament le live via YouTube, peu importe, et qui le mettent sur leur propre chaîne TikTok. Hein. Les mecs, c'est free, hein. C'est free de faire ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de droit d'auteur là ce soir. Hein. Georges, qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien au fond. Parce que quand on y pense, moi je suis un vrai démocrate. Georges n'est qu'un fasciste de merde. Tu m'entends? Un fasciste de merde. Je vais faire des blagues avec Georges, les références. Moi, la meilleure que j'ai, c'est poum, 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 poum. Ça vous dit quelque chose, ça ou pas? Georges Brassens? Non. Attends. Personne? Poum, 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 poum. Georges de la jungle. Georges de la jungle. Ah oui, ça me disait quelque chose. Poum. Georges de la jungle. Oh là, bon, on a fait tous les jeux de mots qu'on pouvait faire sur ton prénom. Pardon, Georges. Voilà. Allez, tu peux parler maintenant. Bon. Ouais, j'ai deux choses à vous dire tout à l'heure. J'ai failli vous offrir j'ai failli vous offrir ma mort en direct. Faut laisser parler les gens, la Posta Kafir. Mais non, mais j'ai failli vous offrir ma mort en direct, je tenais juste à le dire. Attends, non, t'as pas entendu ce qu'il dit? Arrête, non. Oh non. Non, sérieusement, ouais. Je voulais vous. Alors, juste un petit ressenti là sur le live de tout à l'heure. Il y a un moment que j'ai beaucoup apprécié. C'est l'intervention de l'autre que je connaissais pas du tout. Quand il a parlé un petit peu et après Bébert a continué un peu dans son sens. Enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié votre façon d'aborder. Pour moi, un problème qui me travaille en ce moment, c'est comment une problématique pour tout le monde. Comment populariser votre cause, votre combat, votre message en s'orientant dans l'esprit, dans l'intentionnalité, enfin voilà, dans la stratégie même, dans ne jamais oublier pour qui vous parlez, et notamment en se centrant sur, j'allais dire, tout le monde, sauf nous tous. C'est-à-dire, l'autre et Bébert l'ont dit bien précisément tout à l'heure, et ça m'a bien plu, c'est-à-dire, en fait, tous ceux qui actuellement ne connaissent pas du tout la cause des apostats, ne savent même pas aujourd'hui qu'il y a un vrai problème avec ça, quoi, qu'il y a des souffrances, des injustices, des anomalies, enfin, voilà, donc Bébert, je voulais te le dire, hein, ton intervention avec l'autre est pour moi très pertinente. C'est l'essentiel de ce que je fais. Ouais. Hein, donc, Ouais, c'est voilà. l'essence de ce que je fais depuis le début. Moi, c'est m'adresser aux miens. Je m'adresse aux miens. C'est-à-dire aux Français. Qu'ils soient musulmans, non musulmans, peu importe, athées, catholiques, chrétiens. Les Français, ceux qui se sentent comme moi, Français, qui sont enracinés dans ce pays. Je m'adresse à eux. Je sais que 90% d'entre eux ne connaissent rien à l'islam et avalent les conneries qu'on leur balance sur l'islam dans les médias ou de partout par leurs amis, hein, qui eux-mêmes, musulmans, ne connaissent rien au problème de l'islam. Donc, le but, c'est la pédagogie. Le problème, c'est que quand tu fais de la pédagogie, comme j'ai fait, ça passe pas, quoi. C'est pas relayé, ça n'intéresse personne, en fait. Donc, ça fait pas de vue, ça reste dans son coin, il n'y a que les gens pointus qui vont tomber dessus. Et je pense que beaucoup ne se doutent même pas de ce qui se passe vraiment avec ce rejet des apostats, cette persécution sur les apostats. Enfin, je pense que précisément cette cause défendue aujourd'hui par cette journée de Apostat Day, je pense que des gens sont vraiment à des kilomètres de savoir qu'il y a ce type de problème dans notre pays. Quand on parle, effectivement, c'est phagocyté par la politique ou par l'islam en général, mais la condition de ceux qui veulent changer de positionnement religieux, je ne sais pas si vraiment c'est dans la conscience commune des gens. Enfin, je ne sais pas, pour eux, je pense que quand les gens découvrent ça, je pense que ça va être pour tous ceux qui vont découvrir ce problème-là, ça va être une profonde découverte. Je pense que les gens vont dire, je ne pouvais pas m'attendre à ce qui se passait, quoi. Donc, c'est pour ça, tous vos témoignages sont absolument nécessaires pour qu'il y ait vraiment cette prise de conscience, quoi. Et après, chacun interprétera, chacun agira en fonction, mais déjà, il faut au minimum une prise de conscience
de la réalité. Voilà. Que moi je connaissais parce qu'effectivement j'avais déjà vu des réactions de rejet, vraiment de nuisance à des personnes qui quittaient l'islam dans un autre contexte, mais bon, voilà, donc je voulais vous le dire, hein, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et aussi, alors c'est pas dans ce live-là, mais cette semaine, je suis tombé sur l'Apostat Day 2023, pour ceux qui s'en souviennent. C'était un live de plus de 9 heures, et un peu dans le même type que celui de ce soir, donc il y avait beaucoup d'intervenants. Et là, moi, ça a été une découverte. J'ai découvert l'intervention brillante et vraiment très pertinente, enfin très puissante pour moi, de quelqu'un qui nous a quittés, mais de David Vallat, que je connaissais pas trop. Ça vous dit quelque chose? Ah bah bien sûr, oui. Ah là là là. Alors, bon, je pense toujours à... Ben, ça tombe bien que tu en parles, hein, c'est très voilà. bon. À l'approche de Lidia Costa. On lui rend hommage, on lui rend Ah hommage. là 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 là. Et vraiment, c'est bouleversant, la façon, bon, bien sûr, son expérience, mais la façon dont il porte son propre témoignage. On parle de défendre une cause, de sensibiliser les gens, de faire prendre conscience. On l'a vu aussi, donc du coup, j'ai regardé le live commun des Apostats à l'époque en 2023. Il avait une fenêtre de 50 minutes à peu près. Hein. Vous l'avez laissé s'exprimer librement et il a été vraiment très, très pertinent, très précis, très... il a tapé très fort. Et après, du coup, j'ai été un peu par curiosité voir s'il avait fait d'autres interventions ailleurs. Effectivement, il a été invité dans des lieux pédagogiques, dans des lieux juridiques. Enfin voilà, il a pu faire quelques interventions publiques. Et j'ai même vu l'intervention qu'il avait fait chez Cyril Hanouna aussi. C'était très impressionnant parce qu'on voyait aussi son comportement vis-à-vis de ceux qui voulaient un peu édulcorer, contourner le problème, quoi. Donc, il leur rentrait dedans vraiment de façon très brillante. Et voilà. Donc, pour moi, ça a été un modèle de façon de porter votre cause, vraiment. Tu te rends compte, s'il faut avoir son parcours. Ah oui, oui, voilà, oui, bien sûr. S'il faut avoir son parcours pour pouvoir avoir autant d'aplomb, c'est ouais, compliqué. oui, malheureusement, oui. C'est pas son parcours, hein. Même Lidia Costa, qui a fait 4 ans de prison, qui a un parcours, mais qui n'a pas fait les camps d'entraînement en Afghanistan, tout ça, tu comprends? Et c'est compliqué. Donc, ouais, David Vallat, c'était quelque chose. C'était quelqu'un. Hein. Il y a, durant attends, c'était chez Pukis, peut-être c'est chez Hanouna. Écoute, il y avait un journaliste assez connu qui intervient actuellement sur CNews de temps en temps, mais c'est un Eric vieux. Nolo. Non, pas lui, non, un autre. Oui, Eric Nolo, il s'est très mal comporté. Non, un autre qui a de la bouteille. Hein, c'est un vieux Marc journaliste. Venant. Pardon? Marc Venant. Non. Ah non, c'est pas lui. Ça me reviendra. Je ne sais pas s'il a été au Figaro ou quoi, mais c'est un vieux routard dans le journalisme, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bouteilles. Et à la fin de l'intervention de David, voilà, il intervient et il dit c'était passionnant, vous m'avez appris énormément de choses. Enfin, lui-même, avec toute la culture en tant que journaliste éprouvée qu'il avait, il buvait les paroles de David Vallat et il a tout capté, tout enregistré. Enfin voilà, et il en témoignait en direct de façon très spontanée. C'était magnifique à voir. C'était pour moi vraiment l'indice de la puissance du témoignage de David Vallat. Et effectivement, tout bas. Hein. Il nous manque. Et là, quand je vois ça, je me dis, mais on a un peu loupé le coche. Je veux dire, il a été sous-utilisé, cet homme. Je sais pas. Hein. Je comprends pas comment les uns et les autres ne n'ont pas plus demandé d'intervenir. Enfin, on aurait dû le voir partout, tellement. Il était en train d'écrire un livre et on n'en a jamais entendu parler. Ouais. Voilà. Je devais faire deux lives avec lui et ça a bugué, on l'a pas fait par procrastination et je regrette aujourd'hui. Je regrette parce que on avait 2 projets ensemble de live. Hein. Mais même lui, à côté, il avait des projets. Il avait d'autres projets aussi. Être chroniqueur aussi sur. Il avait trop de projets peut-être aussi pour. Il avait plein de projets. Ça a été un immense choc là. On s'imagine pas qu'il allait partir maintenant. Et c'est sûr qu'il aurait pu faire vraiment beaucoup plus que ce qu'il faisait déjà. Et vraiment, ce qu'il a fait, c'était déjà excellent.
il disait les termes comme il le fallait, Ouais, il voilà. comprenait bien, surtout son témoignage, ouais, il était précieux, Il quoi. n'y avait pas de langue de Euh, bois chez lui et en même temps, il y avait de la mesure. Il n'y avait pas d'exagération, Voilà. Et même humainement, tu il n'y avait vois, pas de c'était one-man quelqu'un show. de. C'était un Il bon gars, tu était vois, humainement. précis, il disait les termes, mais sans exagération. Il était dans la mesure, et par contre, sans langue de bois, il disait les choses qu'il fallait. Effectivement, comme le disait Touda, comme disait Touda tout à l'heure, quand il se trouvait en face de quelqu'un qui voulait faire le mariole un petit peu, là, durant l'émission de Cyril Hanouna, c'était Eric Nolot qui a voulu faire le malin, un peu le sophiste. Bon, là, il rentrait dans le lard, quoi. Voilà, il a montré qu'il n'était pas du tout impressionné par des réactions de fuite, en fait, de déni de réalité, quoi. Parce que c'est ça, voilà. Lui, il a un tel aplomb sur l'expérience que ceux qui se bouchent les oreilles, c'est juste du début de la gêne, du malaise et du déni de réalité. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, le débat, le débat auquel tu fais référence, Georges, c'était le David Valat qui était invité sur Balance ton poste. Et pour l'anecdote, je vous jure que c'est vrai, j'étais tout seul, j'étais dans ma cellule, j'étais seul en cellule, du coup en prison. Et du coup, je zappais, c'était le soir, je crois, vers 23 h ou un truc comme ça, je zappe et je vois David Valat et j'ai écouté genre, son témoignage au complet et vraiment, genre, j'étais perturbé. Je me suis dit, mais comment tu peux accepter, entre guillemets, le haq, donc la vérité, tout en le rejetant, parce que la plupart des musulmans qui, on va dire, je sais pas, qui rejetaient l'islam ou ils n'avaient pas conscience, ils se disaient oui, enfin, ils n'avaient pas, on va dire, tous les éléments que donne David Valat, etc. Pour moi, c'était impossible qu'on apostasie une fois, justement. En fait, ça semble paradoxal, puisqu'on devrait apostasier une fois qu'on sait pour l'esclavage, une fois qu'on sait pour le fouet, pour les fornicateurs, etc., etc. Mais moi, je me dis, une fois que tu l'as accepté, tu ne peux pas, tu ne peux pas le renier. Tu sais que ça vient de Dieu, le bien et le mal dépendent de Dieu et de son messager. Et le fait que David Valat, il énonce tout ça, il te dit oui, il te dit même que les attentats peuvent être possibles, c'est une interprétation particulière, ok, mais c'est possible, etc., dans l'islam et tout. Et que au départ, il est allé jusqu'à adhérer à ça, mais voilà, même s'il continuait de se dire musulman, en tout cas, il rejetait cette doctrine. Ouais, j'étais perturbé. Et dans ma tête, je me suis dit, non, c'est sûr, il fait de la taquilla, il peut pas rejeter. Et quand j'ai apostasié, enfin, quand j'ai apostasié, quand j'ai quitté la détention et que je commençais à me détacher un peu de l'islam, j'avais recherché sa page, son compte Facebook, j'ai vu qu'il partageait, qu'il dénonçait des hadiths, etc. Et je me suis dit, finalement, je suis pas fou, en fait. Depuis le départ, sauf au début, dans ma conversion, j'ai cru que l'islam, c'était la paix et l'amour. Mais à partir du moment où je me suis radicalisé, ben, en fait, j'avais raison. C'est quand je suis allé en prison parce que j'ai fait l'apologie du terrorisme, qui est en réalité l'apologie de l'islam. Je partageais les textes. Et en fait, non. J'avais raison, l'islam est comme ça. Et j'ai vu que même David Valat il avait compris lui aussi, mais il a fait cette démarche de se dire, ben, finalement, même après avoir accepté le fait que ça vient de Dieu, tu peux dire finalement non, ça vient pas de Dieu. Et donc franchement, moi, ouais, ça m'avait touché, ça m'avait fait quelque chose d'écouter son témoignage, de voir de voir qu'il savait, qu'il connaissait en tout cas le sujet. Sur lequel il témoignait, etc. Et, ouais. Donc, ouais, juste pour l'anecdote de dire que ce débat, j'étais en cellule de prison quand je l'écoutais. Alors que moi-même, je me disais encore musulman, ça m'avait perturbé. Ouais. Après, il s'est passé justement dans cette confrontation lors de TPNP quelque chose de très significatif. Parce que Cyril Hanouna avait invité David Valat pour que justement il expose tout ce qu'il devait exposer.
Et comme par hasard, quand il a commencé à le faire, eh ben, on l'a bien vu dans le public, enfin les chroniqueurs notamment. Il y en a un, Éric Nolot en premier, mais il y en a eu d'autres. L'autre aussi, Karim, à côté de lui. Ils essayaient tous de brouiller son message. Et David Wallat n'était pas impressionné en soi, ça le dérangeait pas, il allait leur marcher dessus, on va dire. Mais ce qui est vraiment, ce qui fait vraiment pitié, c'est que on le voit dans la vidéo, c'est que même Cyril Hanouna se bagarre pour que David Wallat puisse parler, quoi. Il le défend contre tous les chroniqueurs qui voulaient en fait changer de sujet, faire de la distraction, quoi. Donc c'est Cyril Hanouna qui vraiment a imposé au plateau d'écouter Philippe Valade du début jusqu'à la fin. Il s'est rendu compte que si c'était trop disproportionné et qu'on ne pouvait plus l'entendre, David Valade, lui, il doit gérer l'émission. Ah oui, mais là, il a bien géré. On n'entend plus l'invité et qu'on entend que les autres brailler dans tous les sens. Surtout que c'était pas à la hauteur. Aller dans le sens de l'invité. Ça montrera qu'il y a une censure contre la parole. Et ce que voulait Cyril Hanouna, son intérêt, c'est de dire non, il n'y a pas de censure sur notre oui, média. Voilà, c'était pour moi, c'était la liberté d'expression. S'il voit que c'est trop exagéré, ce sera contre-productif. Si un mec il parle et que tous les autres veulent lui fermer sa gueule, on dira oh putain, mais pourquoi il y a une censure? Donc, ouais, mais justement, ouais. C'est pour ça que c'était un vrai défi, la liberté d'expression. Il est d'accord avec ce que dit David Valade. Hein. Non, mais il a laissé vraiment mauvais parler. Mauvais pour l'audience si on ne laisse pas parler. Oui, bien sûr. Mais c'est des fenêtres d'ouverture sur la liberté d'expression où les personnes invitées, comme ce qui s'est passé à Alibaba à CNews, voilà, on a senti que le plateau, lui, laissait vraiment la parole et Alibaba a pu dire ce qu'il avait envie de dire. Quoi. Ils avaient l'air de kiffer avec Alibaba sur le plateau. Non, mais il se sentait pas, voilà, il s'est pas fait d'autocensure. Il a été mesuré quand même. Hein. Il n'a pas pu dire tout ce qu'il aurait peut-être voulu dire, mais il s'est quand même senti libre. Et David Wallat, il fallait carrément un peu diriger cet espace de liberté parce que sinon, si Cyril Hanouna n'était pas intervenu, tous les chroniqueurs se seront acharnés sur lui en disant oui, mais vous êtes un cas exceptionnel. Il n'aurait pas pu finir parce qu'après, David Valade, lui, il se retrouve devant une scène. En fait, c'est le spectacle. Ah ouais. Tu vois, c'est celui qui parle le plus fort, celui qui va mettre la punchline la plus piquante, etc., qui va se faire remarquer. Mais au bout d'un moment, Cyril Hanouna, il dit mais attends, vous avez quelqu'un, il a fait le djihad, il est de l'intérieur, il sait de quoi il parle. C'est comme si on invite, tu sais, un maçon. Et tu as tous les chroniqueurs autour qui parlent des fondations, qui parlent de comment mettre dans la bétonnière, etc. Le maçon, il en place pas une. Donc, c'est pour ça, ouais, son témoignage, franchement, il est incroyable. Et d'ailleurs, là, sur YouTube, le témoignage qui est sur YouTube, il n'est pas au complet en plus. Ils ne l'ont pas diffusé au complet, c'est dommage. Ça. Voilà, pour moi, ça restera vraiment un exemple. Ça m'a marqué vraiment beaucoup et j'ai envie de connaître sa biographie, de son histoire. J'aimerais bien savoir maintenant, ayant découvert cet homme, à son époque, durant son parcours, qui est-ce qu'il a soutenu à l'époque, par qui il a été accompagné dans le bon sens et qui lui a mis des bâtons dans les roues pour qu'il s'exprime le moins possible. Bonne question. Non, mais c'est ça, il y a peut-être sa vie à retracer. Ça expliquerait beaucoup de choses. Pourquoi c'est si difficile de parler avec un langage de vérité, de réalité comme il a parlé. Pourquoi est-ce que c'est si difficile en France, dans ce pays? S'ils l'ont fait à David Wallat, ils le feront à tous ceux qui veulent le faire après lui, quoi. Donc il faudrait un peu se renseigner sur ce qu'il avait vraiment vécu par rapport aux possibilités de s'exprimer. Il est plus là pour nous le dire, malheureusement. Tu vois. Mais c'est vraiment... Malheureusement. C'est ce que la France a eu besoin. Tu sais, Bébert, je suis comme toi, hein, le sursaut, moi, ma prise de conscience par rapport aux gros problèmes dont vous battez, ça a été déclenché comme plein de gens, comme Bébert et moi, par le choc et le traumatisme de Charlie Hebdo. Hein, tu l'as dit toi-même. Tu as commencé vraiment... Non, moi, ou avant Non, moi, ça a été... mon parcours, je peux le dire maintenant, puisqu'on est sur l'apostasie, tu me diras. Oui. Moi, je suis, comme toi, français de souche, de famille chrétienne, d'un côté catholique, de l'autre calviniste, tu vois, mais non pratiquant, voire athée. Je ne suis pas baptisé. Mes parents ne m'ont pas baptisé. Et j'ai grandi en banlieue parisienne.
avec des amis musulmans principalement, et j'aurais pu me convertir, hein. J'étais à deux doigts, tu sais, parce que des gens adorables, hein, mes amis d'enfance musulmans, ce sont les gens en qui encore aujourd'hui je fais le plus confiance. Tu vois, je leur confie à mes enfants. Mais ils sont musulmans, ils sont pas l'islam. Voilà, c'est ça la différence. J'avais une belle image de l'islam. Puis je rencontre ma femme. Que les gens qui écoutent le live depuis tout à l'heure ont dû entendre à un moment donné pendant un court extrait, qui était déjà, avant de me connaître, apostate. Et pendant 10 ans, nos 10 premières années en commun, elle me disait, mais tu sais que le prophète, Isha, tout ça, elle savait déjà tout ça. Moi, je dis, mais non, mais c'est des gens, ce sont des haineux de l'islam, tu penses ça parce que dans ta famille, ce sont des extrémistes et que tu n'as pas les bonnes personnes sur ton parcours et tout ça. Et en 2020, pendant le confinement, je tombe sur des vidéos d'apostats, par hasard. En 2020, alors, du coup? Ah oui, en 2020. 2020, oui. Ouais. Avant ça, j'étais islamo-gauchiste à fond. Hein. Et alors attends, donc je me suis un peu trompé. Apostasié de l'islamo-gauchisme. Oui, mais alors justement, comment tu as vécu la période attentat, Charlie Hebdo, Bataclan, comment tu l'as vécu dans ta tête? À l'époque de Charlie Hebdo, je te dis que j'étais pas Charlie. Hein. Ah, carrément! Je disais non, mais Charlie Hebdo, ils ont cherché la merde. Hein. C'était mon discours. D'accord, carrément. Oh là! Oui. Non, Charlie, comme toi, moi j'étais tellement bouleversé par ce qui s'était passé. Non. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. ASMR. Merci à vous pour le live. Non, t'es nul en ASMR. Fais monter je vais vous dire bonne nuit. Je t'emmerde. Bonne nuit, mon copain. Bonne nuit, frérot. Bonne nuit à vous et puis merci à Pocus et à Café. À bientôt. Bonne nuit, bon repos. Merci. Ciao. Et donc, moi, petit français moyen comme toi, Bébert, non, mais là, je retourne à l'époque de 2015. Ce que j'ai vu, moi, c'est la France bouleversée, la France en deuil, à tous les niveaux, puis au sommet de l'État, voilà, le million, entre 1 et 2 millions de manifestants, là, pour le grand rassemblement. Hein, voilà. Donc, un choc collectif. Et puis après, des premiers discours, donc des discours qui dénoncent l'islamisme, machin, ceci, cela. Moi, je me rappelle même de Khaled Benchek qui parlait de l'islam en termes critiques, on va dire, parce qu'il disait que oui, certaines choses sont vraiment dans les textes, mais il le disait avec tellement de rhétorique que c'était un peu dilué aussi. Et puis, donc, moi, j'ai commencé à espérer, je me suis dit, bah, ça y est, la France va avoir une prise de conscience collective, vraiment de masse, quoi. Avec ce qui s'est passé, ils ont eu le problème en pleine face, on est devant la réalité, maintenant, on ne peut pas rester comme ça, et puis dans une semaine, tout oublier. Et puis finalement, c'est vrai que tout s'est dilué dans les consciences collectives. Et donc, après coup, donc des années plus tard, moi, quand je vois le choc que m'a produit cette semaine David Voilad, je me dis, je fais le lien entre les deux, je me dis, c'est ça que la France avait besoin dans le choc traumatique des attentats, ils auraient dû vraiment prendre des David Voilad et les faire parler publiquement à ce moment-là, quoi. Voilà, et non, on a eu tout sauf des... On n'a pas voulu entendre. On a eu Tarek Ramadan, on a eu... Ouais, voilà. Bah, je te dis, Khaled Benchek, qui fait des belles phrases, mais c'est pas du tout le même... Khaled Benchek... Moi, ce qui m'a inquiété, les amis, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est la réislamisation des musulmans, en fait. Après coup, ouais. Après, oui, parce que les musulmans en France étaient en train de, on va dire, quelque part un petit peu se séculariser. Ils aimaient bien la vie à la française, à l'occidentale. Et donc, il y a eu la réislamisation. Et le signal de tout ça, ce n'est pas seulement les attentats, c'est le voile. Le voile est un marqueur de ce phénomène. D'accord ? Vraiment, si on regarde, moi, c'est ça qui m'a inquiétée. Je me souviens, dans les années 90, fin des années 90,
j'ai commencé à voir autour de moi des nanas comme ça qui se voilaient. Il n'y en avait pas tant que ça, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. Et puis, j'ai vu des femmes hyper coquettes, hyper occidentalisées, tout d'un coup, comme ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Elles commençaient à se voiler, à ne plus vouloir parler aux hommes. Ouais. Et là, après, on a commencé à entendre parler de la Arawara, de tous ces trucs-là que jamais avant, bon, moi, je ne savais même pas ce que c'était, franchement. C'est à ce moment-là que les femmes musulmanes ont commencé à avoir ce discours. Elles ont été endoctrinées, hein, et vraiment, on a laissé faire. Et c'est monté, monté, monté. Et aujourd'hui, tu vois plein de gamines. Des gamines qui sont voilées, des gamines qui sont, on va dire, qui se tiennent il y a une scission, pardon, avec la société. Ils se mettent de côté. Tu as de plus en plus de musulmans qui se mettent de côté et qui disent vous et nous. Tu vois, il y a le vous, il y a le nous. Ils font plus partie de la société. La ségrégation. Voilà, une ségrégation. Il y a le séparatisme. Et c'est pas, c'est pas parce qu'on nous dit oui, mais non, ça n'existe pas. Moi, je le vois dans le travail. Ceux qui me connaissent, moi, je travaille dans la fonction publique et je l'ai vu concrètement, ce mouvement prendre de l'ampleur. Il y a encore 5-6 ans, il n'y avait pas de problème de laïcité. C'était admis par tous que dans l'exercice de nos fonctions, nous devions être neutres. On pouvait, bien sûr, on a le droit de croire en quelque chose, on a le droit d'avoir des opinions politiques, religieuses, et ça restait dans le cadre privé. Dans le cadre de notre travail, tout le monde avait compris, avait intégré que nous devions être des agents de la fonction publique, donc neutres, de ne pas avoir à afficher nos croyances ou autres. Et surtout si tu es en contact avec le public. Eh ben oui, on est puisque d'accord, avec les comme usagers. on doit assurer l'égalité de traitement, Voilà. on doit être neutre. C'est pour ça, en fait, en réalité. Oui, moi, je suis en contact avec les publics. Et bien, ces dernières années, c'est devenu un problème. Ce qui n'était pas un problème auparavant. Tout le monde, musulmans compris, même des musulmans pratiquants, avait admis ce principe, parce que c'est un principe obligatoire, hein, on n'a pas le choix, pas s'en extraire. Et ces dernières années, depuis 5 ans notamment, ça devient un problème. Et j'ai beaucoup de problèmes. Hein. Tous les jours, j'ai des problèmes avec ça. Des personnes arrivent avec des turbans, avec des tenues islamiques déguisées, parce que elles savent qu'elles ne peuvent pas arriver comme ça avec des voiles et tout ça. Donc, avec des tenues islamiques déguisées, ça devient très lourd, hein, ça devient difficile. Moi, j'ai encore cet été, là, avant de partir en vacances, j'ai eu un problème avec une personne. Un matin, elle est arrivée, elle était voilée, donc je lui ai dit qu'elle pouvait pas venir comme ça. Ça a fait des tensions, je ne savais plus quoi faire. Enfin, je n'étais pas forcément soutenue en plus par la hiérarchie, parce que la hiérarchie, elle a peur. Elle a peur, oui. Elle a peur d'être taxée de raciste. On m'a dit fais attention, machin. Mais j'ai dit oui, mais je ne veux pas faire attention. Il faut faire simplement respecter nos lois, tout simplement. On a des lois. Et ça, on ne l'avait pas il y a encore 5 ans. Et donc, ça, c'est à prendre en compte. Parce que oui, il y a les musulmans, il y a l'islam, mais il y a les musulmans qui sont en train de pas tous, mais une part non négligeable, qui est en train de se réislamiser et donc qui est porteur de l'idéologie. Et donc, qui met en danger la société. Regardez, vous avez des femmes à qui on demande de ne pas porter des jupes. Elles sont agressées parce que il y a quand même un principe. La femme non voilée, elle est agressable à souhait. Il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se vivre ici en France. Et c'est pas l'islam, hein, c'est les musulmans qui sont porteurs de cette idéologie. Ces musulmans, beaucoup étaient en train de se désislamiser, ou en tout cas d'avoir une pratique qui était conforme avec la France. Mais là, c'est le contraire. On a un mouvement inverse. Donc, moi, je veux quand même mettre le point là-dessus. Touda, elle sera d'accord avec moi. Ça pose un problème. On est en perte de vitesse par rapport à nos libertés individuelles.
Ça, tu as des c'est nanas. les euh, effets. Ça, voilà, ça, ce sont les résultats. Mais la réalité profonde, en fait, c'est pas que comme tu dis, Laetitia, que les musulmans se sécularisaient d'une certaine façon. On l'a vu dans d'autres pays où l'islam est devenu part entière du système politique. Ce qui se passe, c'est que depuis les années 80 en France, il ne faut pas oublier que les associations telles que SOS Racisme, qui prêchaient partout, partout, vous ne serez jamais l'égal d'un Français, vous ne serez jamais assimilé, vous ne serez jamais intégré, parce qu'il ne faut pas oublier que cette immigration, au départ, venait pour un temps donné et repartait par la suite. Ils venaient pour des raisons économiques, pour le travail. Petit à petit, les mosquées ont commencé à s'implanter un petit peu partout, et les revendications qui vont avec. Ce dont il est réellement question, c'est ce qui se dit dans ces lieux et comment le principe pratiqué par les frères musulmans, bien sûr, ils n'apparaissent nulle part avec cette appellation, ils ont plein d'autres appellations, ils sont à l'intérieur de toutes les institutions, tout à fait. ils sont dans toutes les universités, ils sont dans toutes les compagnies et même les compagnies nationales françaises. Et oui, Ah oui, oui, ils ont ils sont... gangréné toute la société, mais il y a aussi le nombre qui est Donc, lié. en fait, ce C'est qui se pas une passe, c'est question que raciste, hein, mais le nombre, c'est-à-dire qu'on peut plus s'extraire de l'islam, de la Oumma et de la police chariatique. Parce oui, qu'avant, mais ça, il y avait pas autant de musulmans, donc attends, on je pouvait quand même. finis juste mon idée parce que je suis pas arrivée au bout de l'idée. Le problème, il est là. Le problème, c'est comment ce système, parce qu'il y a aussi les intérêts avec les pays d'où ça part, des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a aussi le financement, il y a l'argent qui rentre là-dedans, il y a les guerres, les armes, il y a toute une structure et les Occidentaux, les Européens, les pays comme la France sont aussi responsables de ce qui est en train de se jouer sur leur propre territoire. Ce n'est pas seulement les musulmans. Les Ah bah musulmans, non, c'est pas seulement les musulmans, ah bah mais évidemment, le problème, c'est qu'il y a des gens de l'intérieur qui sont complices de tout ça, c'est-à-dire tout dans à les fait. plus hautes instances du pays. Et ça, c'est quand même, C'est criminel. c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable ce qui se passe en France. On est complètement d'accord. Mais à un niveau plus local, je suis d'accord, hein, au niveau politique, il y a vraiment des choses d'une aberration totale. Mais je veux dire, par exemple, moi, je me souviens quand j'étais enfant, euh, on pouvait quand même vivre notre vie de façon plus libre parce qu'on n'était pas entouré par la Oumma, donc on pouvait s'extraire. Tu vois ce que je veux dire? On pouvait vivre sa vie de façon plus libre. Aujourd'hui, regarde la petite à Montpellier qui a voulu vivre sa vie à la française. Elle a été tabassée par des camarades. C'est-à-dire, le nombre fait qu'on ne peut plus s'extraire, qu'on est obligé de se soumettre à la police moi j'appelle ça la police de la charia. Je connais plein de femmes qui me racontent des choses comme ça. C'est qu'elles ne peuvent plus avoir un espace hors du groupe, hors tu vois ce que je veux dire? De la vindicte, parce que c'est une vindicte et c'est ça qui est problématique. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a rien à voir avec du racisme, mais à chaque fois que l'islam devient majoritaire, eh ben, il s'applique de façon plus stricte. Quand il est en état de nombre d'infériorité, bon, on peut plus facilement s'en échapper. Mais quand il devient majoritaire, ça devient plus compliqué pour les individus d'être libres, quoi. C'est ça aussi le problème. Et l'État français, l'Europe est tout à fait criminel et responsable de ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe et ils laissent faire. Et c'est partout pareil, hein.
C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai entendu, concernant cette journée de l'apostasie, certains ont fait le reproche qu'il ne fallait pas que ça devienne politique. Mais ça ne peut être autrement que politique. Parce que ce que impose l'islam, c'est politique. Il faut comprendre cette chose. L'islam, c'est un système politique avant tout. Avant tout, c'est un système où il est question de conquérir des territoires et le but ultime et le but recherché, c'est étendre le califat sur toute la planète puisque la planète appartient à Allah. Ne jamais perdre ça de vue. Et tant qu'on ne comprend pas cette dimension, on ne peut pas reprocher à des personnes qui veulent juste exprimer ce fait que être apostat dans un pays libre où il y a droit, égalité, homme-femme, ne peut plus s'exercer parce que on sait quelles sont les conséquences. Tout à l'heure, Vivi, il a dit une chose qui est très importante concernant le prosélytisme et comment l'islam est présenté aux jeunes, aux plus jeunes. Évidemment, rien dans les textes ne dit que l'islam c'est la paix. L'islam lui-même le dit, qu'il n'est pas de paix. Le prophète de l'islam le dit lui-même, je viens vous égorger. Ji'tukum bidhabh. On ne peut plus clair. Donc, les plus jeunes, s'il y en a qui écoutent ou des parents, il faut être vigilant. Ne laissez pas vos enfants par mimétisme, parce qu'ils veulent être ou faire comme leurs copains, ne laissez pas questionner tout, parce qu'une fois qu'ils rentrent dans l'islam, où ils vont être les futurs djihadistes, si ils atteignent un niveau de conviction qu'ils font ça pour le bien, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans l'islam, toutes les valeurs sont inversées. Le mal devient le bien. Égorger, c'est quelque chose de bien. Ça fait plaisir à Allah qu'il y ait du sang qui coule. Donc, si vous avez des enfants ou des ados, questionnez tout. Parce qu'une fois qu'on rentre, si on veut sortir, c'est au prix de sa tête. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on parle de ce problème. Et malheureusement, ce n'est pas médiatisé pour de simples raisons. Parce que la vérité, ça n'intéresse personne. Les gens n'aiment pas entendre, n'aiment pas entendre des choses qui font mal. Et la vérité, elle fait mal. C'est pour ça que quand vous dites que c'est politique, moi je rajouterais, il y a une énorme dimension psychologique quand même, puisque finalement, à chaque fois, on est obligé de se poser le problème de l'intimidation, des craintes, des peurs, des fantasmes, des frustrations. Je pense que la puissance de l'islam consiste aussi à jouer sur les ressorts psychologiques les plus fragiles de l'être humain. Ça, David Wallat l'a dit clairement, quoi. Notamment en fantasme, c'est-à-dire c'est la promesse d'un paradis extraordinaire qui permet de faire sacrifier des gens volontairement. La servitude volontaire de la Boétie, elle trouve son plein essor dans la promesse de l'islam aux martyrs d'avoir le meilleur des paradis, le paradis. Accès direct, facile, sans aucun jugement, et après, les multiples récompenses. Donc, dans le fantasme positif de l'adrénaline, enfin, toutes les comment on appelle ça, le métabolisme qui pousse l'organisme à une motivation. Donc, voilà, l'islam sait se servir de ce ressort de motivation pour faire croire à ceux qui se sacrifieront pour l'islam qu'ils auront les meilleures récompenses, mais aussi, ça c'est la carotte, et le côté bâton, c'est que l'islam tape dans les craintes les plus profondes de l'être humain, avec des techniques d'intimidation, de terreur, on va dire. Ça te tape dans les couilles. Non, je rigole. Voilà. Non, mais
Non, Vous l'avez ça, tous évoqué, hein, mais oui, tout est, la tout peur est bien des ficelé. châtiments dans le tombeau, ça fait partie d'un mécanisme de Mais terreur. tu ajoutes à ça la Voilà. peur d'être rejeté par tes propres parents. Oui, Il y a voilà, en fait la toutes pression les peurs sociale. qui existent. C'est Oui, très bien ficelé, hein, c'est très bien construit, hein. ouais, Ah oui, voilà. Après, c'est vraiment ouais, c'est un truc ouais. de fou, hein. Il y a Après vraiment les amis, il est bientôt Mhm. 1h50. Mhm. Donc, je pense là on a, ouais, on dans a fait 7 le tour minutes là, hein, je dans pense. 7 minutes, on aura fait les 5 heures de live. C'est plus de Ouais. mon âge, hein, avant je faisais 8 heures, écoute, ça va, mais et C'est plus que c'était le bébé, hein. il y Qu'est-ce a qui veut quelques années mordre, encore Merkava? déjà, ça date, hein. Non, là, je commence à fatiguer les amis. Ah oui, Ouais, moi ouais. aussi, hein, je vais aller Heu, dormir. je Mhm. vais lancer une série histoire d'arriver aux 5 heures, mais en chanson, une Mhm. série de petits clips que j'ai fait sur, le prophète, victime de Mhm. l'islam, et la dernière que demandait Horatio, qu'il avait beaucoup aimé, qui n'a rien à voir avec l'islam, mais sur la spiritualité et ce qui nous reste de l'héritage spirituel de nos aïeux et préhistoriques ancêtres. Courons Mhm. les cavernes et le genre les steppes. Donc, et courons les steppes. C'est ce que je vais faire, les amis, d'accord? D'accord. Donc, je passe quelques musiques. On profite, vous êtes là, vous pouvez partir quand vous voulez parce qu'on va plus parler, hein, on va juste, moi là, je balance quelques musiques pour apaiser les gens, les aider à trouver le sommeil et l'apaisement, Et ne pas faire de cauchemar ce soir. tout en jouant en bonne humeur avec des musiques très apaisantes, hein, limite ASMR et pas du tout rythmées qui donnent envie de danser. Non, si vous dansez, vous avez un problème psy avec l'islam, les amis, hein. Allez, C'est pas un scoop. allez, Moi, allez. je vais vous dire bonne nuit, je vais aller Bonne nuit. Oui, dormir. on Bonne nuit, fait un tour de Laetitia. parole pour dire bonne nuit. Après, Allez, je bonne balance. nuit, je vous fais un gros bisou et je quitte le live. Et en tout cas, Et c'était. porte-toi bien, ma copine, et à très Ouais, mon bientôt copain, sur Twitter. je vous adore Merci de tout mon cœur. Laetitia. On t'aime, Bisous, moi Laetitia. aussi. Ça fait tellement longtemps Ah ouais, qu'on ça m'a a fait trop baroudé plaisir. ensemble. C'est Ouais. clair, baroudé le mot. Oui, on a baroudé. Bisous, 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 à bientôt. Bisous, Ah. ma Ciao, copine. Bonne ciao, nuit. mes copains. Ciao. Voilà. Ah, ça, c'est Laetitia, l'Aposta Kafir et d'autres. Mhm. C'est Mhm. C'est l'exemple même, en ce qui nous concerne, malgré qu'on ne s'est jamais vu que ces réseaux sociaux, de la fidélité. Mhm. La fidélité en amitié et coûte que coûte. On peut avoir dit des conneries les uns les autres, mais on est fidèles parce qu'on a connu les mêmes galères. Et ça, c'est beau. C'est Jacques Brel, une interview récente que j'ai vue de lui. Ça rapproche. On demandait à Jacques Brel quel est pour vous le plus beau sentiment. Hein, Mhm. l'amour, la joie, la colère. Il a dit la fidélité. Mhm. Mhm. La fidélité en amitié. Il a Mhm. dit ça m'émeut aux larmes, la fidélité. Eh ben oui, moi, c'est les gens qui ne Mhm. comprennent pas pourquoi je suis rentré dans la gueule de certains apostats aux critiques de l'islam depuis le début. Comprenez bien Mhm. que pour moi, je suis quelqu'un de clanique, Mhm. tribal, de clanique. Et fidèle en amitié. Pour moi, vraiment, j'y tiens. J'y tiens. Mhm. Je Mhm. ne pourrais plus me regarder dans la glace si je manquais de fidélité à un compagnon ou une compagne de route, quelle que soit la cause. Mhm. Après, je suis capable en privé d'en foutre dans la gueule, mais c'est important, ça, la fidélité. La fidélité, c'est un truc c'est capital. Si tu n'as pas de fidélité, tu ne veux pas te lancer dans un combat, dans une cause, dans quelque chose. Parce que tu vas foutre la merde. Voilà. Bon, c'est un truc que j'ai envie de dire, hein, parce que en ce moment, Mhm. Important. ça tire dans tous les sens au sein même des apostats. Et ok, foutez-vous sur la gueule, mais avec de bonnes raisons, euh, pas pour euh, pas pour n'importe quoi, quoi. Bref, bref. Je continue à faire tourner la parole, hein. Vous êtes trois, KNB, Georges, Touda. Merci Allez-y, parce beaucoup. que bientôt, Merci. Et des événements comme ça et ce genre de rencontres, il faut les multiplier et continuer à expliquer la réalité et se cacher dans le déni, ça résout aucun problème.
mieux vaut affronter la réalité. Elle n'est pas toujours belle, mais il vaut mieux l'affronter. Merci à toi, Bébert, et merci à Georges. Touda, tu dors? Ah. Elle dort pas, Touda. Touda. Ah, peut-être. Ah, si elle dort. Oh, Touda. Attends, on va... son micro. Je peux pas ouvrir son micro pour l'entendre ronfler. Ah, je peux pas faire ça. Ah si, je pourrais, mais je le fais pas. Hein. Mais je pourrais rétablir. Oh, c'est StreamYard, je pourrais rétablir son micro. Hein, et on aurait. Ah ouais. Non, je vais pas le faire. Je fais pas ça. Elle est dans les bras de Morphée. Dans les bras de Morphée ou de Morphus, hein, on va savoir. Tu sais pas, hein, dans les bras de qui. Bon, moi, je finirai par ce que vient de dire KNB. Je le compléterai. Moi, je le dirai comme ça. C'est toutes ces leçons, qu'on est en train de recevoir par tous les messages, tous les témoignages que vous portez. Ça, c'est pas facile à entendre, c'est dérangeant, ça crée même des malaises, on touille, des choses difficiles, mais c'est vrai, parfaitement ce qu'a dit KNB. Moi, je le conclurai comme ça, que c'est en affrontant vraiment la réalité, hein. Je ne veux même pas dire vérité, parce que la vérité, ça peut se relativiser, mais la réalité, hein, je pense que là, au moins, c'est objectif. En affrontant vraiment en pleine face la réalité sans la fuir, c'est là qu'on va faire disparaître toutes les peurs. Voilà, moi je finirai cette phrase-là, cette démarche par cette phrase-là. Affrontons la réalité et nous n'aurons plus peur. Voilà. Ben, merci Georges d'être là. Hein, t'as vu, tu m'as dit que tu allais abandonner les réseaux sociaux. Écoute, ça fait 2 lives où tu montes. Oui, j'étais tenté, mais... Oui, mais bon, c'est des bons moments qu'on passe. Oui, Voilà. Puis vous êtes dans un climat accueillant, quoi. Non, mais vous mettez des circonstances d'accueil où les gens se sentent à l'aise et puis peuvent s'exprimer sans sentir. Voilà, on n'est pas en train de tacler les gens, sauf si les mecs nous troller ou nous insulter, ça va. Ça va très mal se passer. Mais sinon, ça se passe bien. Voilà. Eh ben, écoutez, merci. Ça fait pile 5 heures de live. 5 heures de live et 1 minute très bientôt, dans les 15 prochaines secondes. Donc là, ça fait beaucoup, les amis. Je vais commencer par faire une série de clips vidéo pour accompagner la sortie des gens. Hein, mais ça va être musique. Donc, victime de l'islam, le prophète Mahomet, et puis, je pense, je ne vais pas faire 10 000 clips. Hein. Je verrai, mais la préhistoire, nos aïeux et préhistoriques ancêtres, en quoi croyaient-ils? Quelle était leur religion? Donc, allez, c'est parti, les amis. Bonne soirée, KNB. Bonne soirée, Georges. Bonne soirée, Touda. Enfin, surtout, beau rêve. Parce que là, tu es parti, à mon avis. Voilà. Merci, allez. Bonne nuit à tous et à la prochaine, les amis. Au revoir à tous. Voilà, j'ai payé ta dot. Avec moi, pas de fausses notes. Si tu te mets pas à 4 pattes, je t'appliquerai la 434. Victime de l'islam, tu connais la place de la femme. Victime de l'islam, si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Tu connais la place de la femme. Victime de l'islam. Si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Pourquoi t'as quitté l'islam? Tu finiras dans les flammes. Tout ça pour manger du porc, hein? Si je te croise, t'es un homme mort. Victime de l'islam, jette pas la posta dans les flammes. Victime de l'islam, tranche-lui le cigare avec ta lame. Mais attention, pas d'amalgame. Victime de l'islam.
mon petit Jimmy. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon, Jizia. Dans l'humiliation, victime de l'islam. Tape une pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton flux à l'islam. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon. Jizia dans l'humiliation. Victime de l'islam. Tapine pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton flux à l'islam. Victime de l'islam. Victime de l'islam. T'as l'impression d'être bourré. T'entends une voix qui t'appelle. T'es béat et halluciné. Y'a comme des bourdonnements d'abeilles. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Tu blatères comme la chamelle. Tu entends sonner les cloches. Des fontaines sous tes aisselles. Ton visage s'assombrit et c'est moche. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Imaginaire, atteint de priapisme ordinaire, et tu te laves le derrière avec toutes sortes de pierres, toujours en nombre impair. Cherche pas, c'est toi, le prophète Mahomet. Si tu crois que t'es fou, ben c'est vrai. Le démon qui te suit partout, c'est toi. Il y a longtemps à Médine, tu n'étais qu'une gamine faisant de la balançoire. Tu ne faisais pas d'histoire.
avec toi il fait la course, mais il tire dans tous les sens et ça te fait perdre patience. Aïcha caractérielle, ingénue mais matérielle. Espiègle Aïcha, on a tué ton innocence, mais tu as pris ta revanche. Tu lui as fait casser sa pipe, ça passe pas pour les chiites. Espiègle Aïcha, Aïcha, Aïcha. Tu as déshérité et ton père a accédé à la plus haute dignité. Mais quand il a canné, c'est toi qui t'es fait nier. Espiègle Aïcha, Espiègle Aïcha, on a tué ton innocence, mais tu as pris ta revanche. Tu lui as fait casser sa pipe, ça passe pas pour les chiites. Espiègle Aïcha, Aïcha, Aïcha. Le genre des cavernes et courant les steppes, des pieds jusqu'au cou vêtus de peau de bête. À part l'entretien du feu n'ont rien inventé, ni la voiture, ni le lance-roquette. De simples billes de branches, une bâtissée, aucune cathédrale, zéro grand palais. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. Dans quel domaine ont-ils fait des avancées? La chimie, la génétique, rien de concret. Quel sublime héritage nous ont-ils légué? Du poil sous les bras et des pierres taillées. Mais la nuit tombée réunie autour du feu, sans la télévision ni dossier à bûcher, d'autres activités occupaient nos aïeux. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. Le brame du grand cerf dans les airs résonne, répondant à l'orage lointain qui tonne. Sous les étoiles, les pensées vagabondes posent des questions et tentent d'y répondre. Théorie des corps, des flux de volage. Combien d'autres mondes ont été visités par ces pionniers ancêtres du fond des âges, poètes chamans aux esprits aiguisés. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié. C'était mon passé, on est déjà demain. Nous avons le double de 100 milliers d'années. Combien de poèmes avons-nous oubliés? Et de mélodies de peinture rupestre, s'envolant et dansant sur les parois ocrées. Combien de philosophes ou de prophètes ont eu un grand savoir, tout est effacé. Nous avons beau fouiller, nous n'aurons que les restes et traces de si petits milliers d'années.
c'est si loin, j'ai oublié, c'était mon passé, on est déjà demain. C'est si loin, j'ai oublié, c'était mon passé, on est déjà demain.